L'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est comme une enquête qui ne se termine jamais. Une enquête dans laquelle chaque révélation provoque une nouvelle révélation, des belles surprises et des fois des surprises un peu plus violentes. Cette histoire, elle commence le 3 mars 1944. À l'aube, des soldats SS investissent un hameau d'Ardèche et ils tuent tous les habitants parce qu'ils ont caché des résistants. C'est un petit massacre, comme il y en a eu beaucoup dans l'hiver 43-44, sauf que dans ce hameau-là, il y avait 15 habitants et on a retrouvé 16 corps. Il y avait un homme en trop. Un jeune inconnu qu'on a enterré avec les autres sans trop se poser de questions. C'était peut-être pas un temps à poser des questions. Et puis le silence s'est posé. C'était le village de ma famille en fait. Moi j'ai grandi en région parisienne, mais tous les étés j'allais en vacances à la Bastide de Virac, qui est le village dont dépend le hameau. Je crois que j'avais pas 6 ans la première fois que je suis allé aux crottes avec mon père. Je me souviens de la vaisselle du dernier petit déjeuner, brisée au sol. Je me souviens du silence. Je me souviens des arbres qui avaient crevé les sols des maisons. Les branches ressortaient par les fenêtres et enfant, j'avais l'impression qu'elles appelaient à l'aide. J'étais fasciné par le silence, par le massacre des habitants à l'aube, des paysans, et par cet inconnu. Boyer Lucien. Mort pour la France. Boyer né Pradier Ernestine. Mort pour la France. Boyer Georges. Mort pour la France. Brunel Louis. Mort pour la France. Brunel Nétour Joséphine. Mort pour la France. Manifacier Adrien. Mort pour la France. Manifacier né Boyer Madeleine. Mort pour la France. Manifacier Georges. Mort pour la France. Alcaïni Jean-Marie. Ce qu'on entend, c'est le maire et les villageois. Tous les ans, au moment de l'anniversaire du drame, le village se retrouve autour des tombes des martyrs. Ils sont tous enterrés ensemble, à côté les uns des autres. Il y a des plaques en marbre noir avec les noms des familles. Et la tombe la plus à gauche, elle est plus étroite. Et dans le marbre noir, il est juste gravé un inconnu. Alors, quand le maire égrène les noms et que chacun en répond « mort pour la France, morte pour la France », je crois que tout le village est parcouru de frissons, que tout le village a des fois du mal à retenir ses larmes. Et à la fin, quand il appelle un inconnu et qu'il répond « mort pour la France », moi, je n'arrivais pas à les retenir, en fait. Ça m'a toujours bouleversé, un village qui accueille un inconnu en silence. Et puis, je suis devenu journaliste. Et il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans une enquête pour essayer de découvrir qui était l'inconnu. Pour être franc, j'y croyais pas trop. 75 ans après, est-ce qu'on peut retrouver le nom d'un homme? C'était en fait un prétexte pour raconter dans un livre à la fois la guerre dans le village et puis ce petit massacre oublié. Alors je suis allé voir les anciens, c'était le plus logique, pour leur poser des questions, je pensais qu'ils seraient contents. Enfin, quelqu'un s'y met, va essayer de raconter notre petit Oradour-sur-Glane, comme on disait, va essayer de redonner un nom à notre inconnu, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je suis d'abord allé voir l'ancien maire, il m'a dit « Ces braves gens sont morts, laisse-les en paix ». Après, je suis allé voir une vieille dame qui m'a dit « Quand on remue la merde, ça pue ». J'ai compris qu'il fallait d'abord me débrouiller tout seul. Donc je suis allé aux archives départementales, fouiller. J'ai retrouvé les procès-verbaux des gendarmes en mars 1944, les rapports d'autopsie. Et j'ai découvert une histoire qui était assez différente de celle qu'on nous avait racontée. L'inconnu n'était pas mort au même endroit que les autres, pas le même jour que les autres. Dans le silence, la mémoire se tord en réalité. L'inconnu, on l'avait retrouvé, juste à côté de la ferme où était caché le maquis. Alors j'ai commencé à m'intéresser à ce maquis-là. Il s'appelait Bir Hakeim. Il y a peu de livres qui ont été écrits après-guerre sur le maquis Bir Hakeim. Dans l'un d'eux, qui s'appelle sobrement le maquis Bir Hakeim, il y a un épisode qui est raconté. C'est un combat qui se tient à côté de cette ferme du Mat-Serret. Et un homme va être blessé grièvement, juste à l'endroit où on retrouvera plus tard l'inconnu, sauf qu'on pensait que les Allemands l'avaient emporté, ce blessé. Et par ailleurs, j'apprends que ce blessé emporté, il s'appelait grand-père. Alors forcément, je me suis demandé, et si grand-père était mon inconnu? Et c'est sur cette question que je me suis lancé sur les traces du maquis Bir Hakeim. Alors je suis passé dans les villages où le maquis était passé. J'ai retrouvé les planques où il avait été planqué. Et partout, j'essayais de retrouver des documents, des lettres, des photos, des dessins, des témoignages. C'était comme si je ramassais des morceaux de puzzle pour essayer de reconstruire une histoire, comme si je voulais recoudre la tapisserie de nos mémoires qui sont mitées. Alors ce que j'ai recueilli, ça m'a permis de comprendre d'abord que l'histoire de Bir Hakeim commence à Toulouse,
à Toulouse, en 42-43, il y a un jeune homme, il a une trentaine d'années, il est communiste, mais il est investi au sein du mouvement Combat, qui est gaulliste. Il s'appelle Jean Capelle. Il fait de la résistance assez classique, comme on en fait jusque-là, c'est-à-dire qu'il fait du renseignement, de la propagande. Mais Jean Capelle, il a un projet. Lui, ce qu'il voudrait, c'est former des jeunes cadres pour encadrer les maquis armés qui vont commencer à s'installer en France. Alors il confie à un aumônier scolaire le soin d'essayer de commencer à recruter des jeunes qui sont dans des prépas militaires au Grand Lycée de Toulouse. Celui-là, par exemple, à l'époque, il avait 17 ans, il s'appelait Jean Brusson et il était en prépa navale. Lui, justement, Jean Brusson, il vit toujours. Aujourd'hui, demain précisément, il aura 98 ans. Il vit à Créteil, c'est un peu loin d'ici, il vit en région parisienne. Mais ce soir, il est dans cette salle parce qu'il a choisi de venir pour témoigner. Alors si vous voulez bien, je vais aller chercher Jean Brusson. Assieds-toi. Super. Merci Jean. Alors Jean Brusson, c'est un petit-fils de paysan. C'est un fils d'un couple d'instituteurs toulousains. Et pour commencer, peut-être Jean, est-ce que tu peux nous dire quel a été pour toi ton premier geste de résistant, de bravoure ? Alors, le premier acte de bravoure, c'était pas énorme, c'était une manif d'étudiants et plutôt un chahut d'étudiants qui avait pour prétexte la projection d'un superbe navet cinématographique dans le plus grand cinéma de Toulouse. Le titre était Pontcarral et Pontcarral était un colonel de l'armée de Napoléon. Et donc, pour nous, et ça se survenait à peu près à la mi-décembre, alors que le 11 novembre précédent, les Allemands étaient entrés dans Toulouse et il n'y avait plus de zone libre. Donc, les étudiants avaient décidé de protester contre la présence des Allemands à Toulouse en allant faire un chahut lors de la projection de ce film napoléonien. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais le bouche à oreille avait très bien marché et nous avions dès 2h de l'après-midi, avant la première séance, rempli la salle complètement avec des étudiants. Et dès que l'on a vu le colonel Pontcarral, ça a été des applaudissements qui saluaient le vainqueur des batailles de Napoléon contre les Prussiens. Et le film se terminait sur un défilé militaire des soldats qui partaient pour l'Algérie. Et nous nous sommes tous levés et nous avons chanté en chœur la Marseillaise. Et à la sortie, les fourgons cellulaires de la police municipale nous attendaient et j'ai passé la plus grande partie de la nuit au poste. Alors là-dessus, Jean Brusson est repéré par ses camarades et notamment par Marcel de Roquemorel qui a vu qu'il avait un vrai élan quand il s'agissait de crier « Vive la France » ou de chanter la Marseillaise. Et Marcel de Roquemorel te contacte pour te faire entrer dans un groupe. Oui, quelques mois après le début de l'année 1943, la présence des Allemands se faisait de plus en plus lourde et comme il m'avait repéré déjà dans ce chahut, il m'a demandé discrètement si j'étais prêt à me rejoindre à un groupe de résistants dans le but de faire une véritable école de cadres en prévision d'un débarquement que l'on imaginait en Provence, puisque l'Algérie était déjà libérée d'une certaine façon et le flux des armées alliées vers l'Italie se précisait. Donc on pensait qu'il serait bon d'organiser des petits stages de commando, formation au commando.
Jean, est-ce que tu peux nous dire du coup concrètement, c'est quoi entrer dans un groupe? C'est quoi à ce moment-là faire partie de la résistance? Alors, ça a commencé à un très bas niveau. C'est-à-dire qu'on se réunissait dans la salle à manger de l'un de mes camarades, dont le nom était Hieronymus. On avait comme instructeur le frère de Marcel de Roquemorel, Christian de Roquemorel, qui nous apprenait à démonter, remonter un mousqueton. Et nous avions aussi comme activité à Toulouse la possibilité d'aller jouer aux petits soldats, il n'y a pas d'autre mot, dans un petit champ qui bordait la Garonne et qui s'appelait la prairie des filtres. Et là, avec un bâton, on jouait à faire des bonds, à ramper. Et au petit matin, toujours de façon à être discret. Et j'ai encore dans l'oreille le son des clairons qui sonnaient le réveil dans une caserne d'Allemands. Et c'était le signal pour que nous rentrions et nous reprenions nos cours. Merci Jean. On va se retrouver tout à l'heure. Christian de Roquemorel, malheureusement, celui qui a dirigé le maquis, il n'est plus là, il est mort en 1986. Mais j'ai retrouvé son épouse. Elle habite à Paris, juste à rue de Verneuil, juste à côté de la maison de Serge Gainsbourg. 2 salles, 2 ambiances, je vous promets. Et donc dans l'intérieur assez cossu que Christian de Roquemorel avait décoré, elle m'a reçu plusieurs fois. Et la deuxième, elle m'a demandé, mais vous Olivier, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire ? Alors je lui ai parlé du petit massacre ignoré, oublié dans mon village. Et puis je lui ai dit aussi que depuis tout jeune, je me pose cette question obsédante, qu'on est beaucoup à se poser. Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais eu le courage, moi, de résister à cette époque? Alors elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi je garde ce micro. Alors elle m'a dit, c'est très bien de vous poser la question, Olivier. Mais sans l'avoir vécu, vous ne le saurez jamais. À l'époque, j'ai vu des lâches devenir courageux et j'ai vu des braves se dégonfler. Chez elle, Chantal de Roquemorel, elle conservait 2 trésors. D'abord les mémoires de son mari, qui n'ont jamais été publiés, dont j'ignorais l'existence, qu'il avait juste écrit pour sa descendance, qui raconte toute l'histoire du maquis Bir Hakeim. Et puis également, elle avait un album photo au cuir épais, un album où il y avait toute la vie de Christian de Roquemorel, dont des dizaines de photos du maquis Bir Hakeim. Là, par exemple, une des toutes premières, je la trouve très émouvante parce que c'est la première nuit au maquis. Au centre, on voit en fait Christian de Roquemorel, elle est floue, sur les côtés 2 des hommes qui l'accompagnent. Alors pour moi, cet album, il raconte 2 choses, à la fois les origines sociales de ces jeunes gens. Les Roquemorel étaient des aristocrates béarnais, c'est des gens qui maîtrisaient déjà la photo, qui avaient un appareil photo, et puis ça raconte déjà un petit peu peut-être un début d'imprudence, c'est-à-dire que c'est assez rare finalement de se prendre en photo dans la clandestinité. En général, on laisse plutôt assez peu de traces. En revanche, c'est un vrai trésor, les mémoires, des témoignages comme celui de Jean, cet album photo, les dessins de Bernard Sevestre, parce que ça nous permet de raconter toute l'épopée du maquis Bir Hakeim. Alors après les entraînements sur la prairie et dans le salon d'Hieronymus dont parlait Jean, Bir Hakeim va installer un premier maquis clandestin dans l'Aveyron, au fond d'un vallon qui se trouve près de Villefranche de Rouergue. Et à cet endroit-là, voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Il y avait à l'époque une bergerie. Au milieu, en fait, c'est un tas de pierres mangées de lierre. À l'époque, c'était la bergerie où ils se sont cachés. Et là, c'est un dessin de Bernard Sevestre, à l'époque, dans lequel il a dessiné la bergerie, avec, au centre, ce qui va être une des marques de fabrique de Bir Hakeim, un mât pour lever les couleurs. Partout où ils vont se rassembler, ils vont faire comme ça. Alors, on lève les couleurs tous les matins. Là, donc, c'est le lever des couleurs avec Bernard Sevestre, le dessinateur, que vous voyez à gauche. On apprend à présenter armes. On dirait vraiment des scouts, des soldats, un petit peu comme disait Jean tout à l'heure. Sur le contre-champ de cette photo-là, on voit Christian Capel, qui est en fait sur la droite avec les culottes de cheval. Et on voit là, il est un peu mangé par l'angle, Christian de Roquemorel avec ce petit calot comme ça. Ils vont faire l'entraînement toute la journée. Le soir, ils vont au ruisseau pour se baigner. Ensuite, ils font la popote près de la cheminée dans la grange. Ça ressemble un petit peu à une colonie de vacances. Aux habitants, les jeunes ont dit qu'en fait, ils étaient des jeunes pétainistes en camp de vacances. Les habitants ne sont pas dupes. Ils ont des mousquetons parce qu'ils ont dévalisé à cette époque une 60aine de mousquetons à l'armée d'armistice. Ils s'entraînent au tir, ils lèvent les couleurs tous les matins. Les villageois comprennent qu'ils sont un petit peu bizarres pour des jeunes pétainistes. Ils sont aussi un petit peu voyants, ce qui fait qu'à la fin du mois d'août, ils vont devoir partir. Donc ils quittent l'Aveyron, ils vont aller dans l'Hérault, ils vont aller sur le plateau de Douche, et là, ils vont s'installer sur une petite église qui était abandonnée.
c'est l'église Sainte-Marie de Douche. Ça, c'est telle qu'elle existait à l'époque où je faisais mon enquête. Il s'installe au rez-de-chaussée là, de l'église. Donc là, on retrouve l'église derrière. Tout à droite, vous avez Jean Capel. Le petit nez pointu, le calot, c'est Christian de Roquemorel. Et au centre, c'est un homme qui s'appelle Jean Mallet. Il est étudiant en médecine et on va en reparler tout à l'heure de Jean Mallet. Et donc, ils s'installent et ils reprennent la vie qu'ils avaient dans l'Aveyron. Ils vont couper un arbre pour planter un mât, lever les couleurs. Ils s'entraînent, ils vont dans les villages, ils vont au ravitaillement. Il faut bien se ravitailler. Quand on est là, il commence à être quelques dizaines. Et du coup, ils se font assez vite repérer. Ils sont voyants. J'ai retrouvé aux archives départementales, cette fois-ci de l'Hérault, le procès-verbal d'un gendarme qui date de septembre, le 8 septembre 1943, dans lequel ce gendarme explique qu'on a repéré des jeunes qui sont cachés dans une église, là-haut sur le plateau. Il va aller voir vendredi 10, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, en interrogeant les gens sur le plateau. Il n'aura pas l'occasion de le faire parce que le vendredi 10 au matin, il y a beaucoup de brouillard dans la région ce matin-là. Plusieurs colonnes allemandes prennent le chemin du plateau de Douche. Le maquis a été dénoncé. Les Allemands montent. Le cuistot, qui est le premier à se lever le matin, il va chercher de l'eau au ruisseau pour préparer le café. Il voit un casque allemand. Il prend la fuite dans les bois. Un autre crie les Boches. Et c'est le premier combat de Bir Hakeim qui commence. Ça tire de tous les côtés. Christian de Roquemorel grimpe dans le clocher de l'église pour essayer d'analyser la situation. Il se rend compte que ça tire de partout, sauf derrière l'église, là où il y a le ruisseau et la forêt. On l'apprendra après, en fait, l'une des colonnes s'est perdue dans le brouillard, ce qui va empêcher l'encerclement complet et ce qui va sauver ce jour-là Bir Hakeim, ou une bonne partie de Bir Hakeim. Roquemorel ordonne le repli par là. Les jeunes sortent par les soupiraux de l'église, ils sont à moitié dépenaillés, certains n'ont pas eu le temps de mettre leurs chaussures, ils courent vers le bois. 2 d'entre eux sont tués à ce moment-là. C'est les 2 premiers morts du maquis Bir Hakeim. 4 autres sont arrêtés. Ils seront fusillés quelques semaines plus tard à Toulouse dans une prison. Et puis il y en a également qui sont blessés, notamment Bernard Sevestre, le dessinateur dont parlait Jean, qui est blessé, qui reçoit une balle dans le dos, mais qui, lui, réussit à s'enfuir. Alors, dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle parle de cet épisode de Douche, du combat de Douche. Il en parle comme du premier combat dans lequel des civils français se sont battus contre des Allemands. Et puis Roquemorel en parle également. Lui, il parle de ces hommes et il a cette phrase, pour terminer l'histoire du combat de Douche, il dit « Ces jeunes n'avaient jamais tué, ils n'avaient jamais vu couler le sang de leurs frères, ils n'avaient jamais ressenti cette mutation psychologique que provoque le bruit du combat. À la place d'un halo de dévouement au contour assez mal défini, ils vont découvrir une réalité qui ne les quittera plus, celle de la mort, qui peut entrer à tout moment et qui est très violente. » J'ai toujours du mal, Jean, quand je reviens sur ce moment-là et sur les premiers morts de Bir Hakeim, en fait. Toi, tu aurais dû être à Douche. Tu avais rendez-vous quelques jours plus tard pour rejoindre Douche. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais désigné pour participer au premier stage. J'avais prévenu mes parents que j'allais rejoindre une colonie de vacances de jeunes étudiants. Et pour cela, on nous avait fixé, un camarade qui s'appelait Cazeneuve et moi-même, un rendez-vous dans un local qui était le point de fixation du commandement du maquis. Et, il était prévu que l'on nous prenne en main dans ce local et que l'on nous amène pour ce premier stage de 3 ou 4 semaines, je crois. Et ça se passait le 9 novembre et nous étions là, loin de penser ou d'imaginer à ce qui allait se passer le lendemain. Mais on nous avait quand même recommandé d'être prudents et le local se trouvait au 2e étage, donc avec Cazeneuve derrière moi, et on nous avait dit par sécurité, vérifiez qu'il y a bien une punaise plantée au milieu de la porte. Si la punaise est là, c'est que le local est libre, hein, et que vous pouvez y entrer. Si la punaise n'est pas là, passez votre chemin le plus discrètement possible. Alors on monte prudemment dans un escalier à marche blanche, j'étais en tête, et au moment où ma tête atteignait le niveau du palier, je regardais le centre de la porte pour voir s'il y avait la fameuse punaise. Et en fait, de punaise, ce que j'ai vu, c'est un chambranle à moitié cassé et une porte entrebâillée
de très peu, et j'ai compris tout de suite qu'il y avait sûrement un problème grave. Et j'ai fait signe à Cazeneuve de repartir. Nous sommes repartis discrètement. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne savais pas du tout ce qui s'était passé et je me demandais comment l'apprendre. Alors justement, comment est-ce que tu l'as appris? Je suis allé à l'un des points de rendez-vous qui était fixé, qui était un café des grands boulevards où se réunissaient souvent les étudiants, et je pensais qu'il y avait une chance que je retrouve quelqu'un qui savait ce qui s'était passé. Et je suis tombé sur Marcel de Roquemorel, qui a été très heureux de me voir et qui m'a alors dit ce qui s'était passé en quelques mots, et m'a surtout appris qu'il y avait un blessé, qui était Sevestre, et qu'il fallait absolument trouver un moyen et un endroit où le soigner. Et après avoir fait le tour de la question, nous avons pensé que chez Hieronymus, où nous nous réunissions, c'était pas le bon endroit parce que c'était au centre de Toulouse, et que le bon endroit c'était finalement la maison de mes parents, parce que nous étions juste en dehors de la ville, donc c'était l'idéal au point de vue position. Mais le seul problème, c'est que mes parents ne savaient pas que j'étais dans un maquis. Et alors je dis à Marcel de Roquemorel, il faut absolument que tu vois mon père et ma mère et que tu leur expliques toi-même ce qui s'est passé et ce qu'il y a à faire. Et il fut décidé entre mes parents et Marcel que dans la nuit, on ferait rentrer le plus discrètement possible Sevestre. Et alors, le Mallet que tu as cité, qui était étudiant en médecine en fin de cours, était le médecin du maquis. Il est venu ausculter Sevestre. La balle qu'il avait touchée était logée près du cœur, et il a été opéré par Mallet, qui a extrait la balle. Ma mère servait d'infirmière et mon père était l'anesthésiste. Il disposait d'un litre de gnôle. Merci Jean. Bernard Sevestre va rester ensuite en convalescence chez vous pendant plusieurs semaines, je crois. Et je crois que vos camarades venaient le voir de temps en temps. Oui, malheureusement. Alors, il avait des visites au début de gens comme Marcel ou Christian qui étaient venus et qui étaient discrets. Mais ensuite, les jeunes gens du maquis qui erraient un petit peu ou qui étaient camouflés dans la campagne se sont dit on va venir lui dire bonjour. Et ils sont venus, et avec du vin rouge pour réconforter Sevestre, et puis ils ont commencé à brailler et à chanter, notamment l'hymne de Birakeim. Tu t'en souviens de cet hymne? Ah oui, je me souviens, parce que Bernard Sevestre, qui était très, très gentil avec mes sœurs, mes jeunes sœurs, leur avait appris. L'hymne était le chant des joyeux, c'est-à-dire des bataillons d'Afrique, les fameux bataillons disciplinaires, qui d'ailleurs se sont battus ensuite dans l'armée. Merci beaucoup Jean. On se retrouve tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc après le combat de douche, les jeunes ont été obligés de s'enfuir, comme je disais tout à l'heure par les soupiraux. Ils vont partir d'abord dans ce qu'on appelait à l'époque les Basses Pyrénées, qui sont en fait aujourd'hui les Pyrénées orientales, et ensuite dans l'Hérault, et ensuite dans le Gard. À chaque fois, en fait, ils finissent par être repérés et il faut fuir. Et ensuite, ils se retrouvent en Ardèche. Ils se retrouvent en Ardèche dans une ferme qu'on appelle donc le Mat Serret, et qui se trouve complètement isolée au bord des gorges de l'Ardèche. À cette période-là, Birakeim, ils sont déjà une cinquantaine, 50-60, et ils vont faire des coups d'une audace incroyable. Mi-janvier, par exemple, ils vont dévaliser pendant une nuit les magasins de l'intendance de police de Montpellier. C'est les entrepôts où on garde toutes les fournitures de la police pour toute la région. Alors j'ai retrouvé le dossier de l'instruction de cette affaire et une photo qui est dans le dossier. Là, c'est le portail, c'est les policiers qui avaient annoté.
le portail par lequel ils sont entrés dans la nuit. La lettre B, c'est la fenêtre où étaient les policiers, les gardiens. C'est Roquemorel qui arrive avec une mitraillette, il casse la vitre, il prend tout le monde en joue, et dans la nuit, ils vont tout dévaliser. Des centaines d'armes, des centaines de tenues de policiers, des motos, une camionnette, et puis ils repartent dans la nuit. Ils passent devant une caserne allemande, l'un de leurs camions cale devant la caserne, ils font un petit signe aux Allemands, le camion derrière pousse, ils partent et ils disparaissent comme ça dans la nuit. Autre coup incroyable, à la même époque, ils vont enlever en plein jour des commissaires, 2 commissaires et un inspecteur, parce qu'ils pensent que l'intendant de police de Montpellier, qui s'appelait Marty, qui était un authentique fasciste, qui avait été choisi par les Allemands pour être intendant là, se trouvait à cet endroit, et ils veulent l'enlever pour le juger et l'exécuter. Et ils arrivent pendant le repas. Il y a la serveuse, Carmen, qui est en train de servir les saucisses purées, qui les pose devant les policiers. À ce moment-là, arrivent 4 hommes, Capel, Roquemorel, 2 de leurs hommes, avec des armes automatiques, et ils enlèvent les policiers. Ils partent dans les tractions avant. Ils se rendent compte dans les voitures qu'en fait, l'intendant de police n'est pas là. Donc ils relâchent les policiers en enlevant quand même leurs chaussures pour qu'ils rentrent un petit peu moins vite, donner l'alerte. Et puis, parallèlement à ces coups très, très audacieux, il y en a encore quelques-uns comme ça, je ne vais pas en citer plus. Il faut également réquisitionner de quoi manger, de quoi fumer, de la farine, du sucre. Donc, on va piller les commerçants miliciens. Et puis, on va également aller chez des commerçants qui ne le sont pas. Et là, en fait, on va leur délivrer des bons de réquisition qui servent à se faire rembourser après-guerre de ce qui a été emprunté, entre guillemets. Et donc là, c'est l'un de ces bons de réquisition que j'ai retrouvé aux archives. Et on voit en fait qu'il est signé les Forces françaises libres, groupe de Bir Hakeim. C'est quand même extrêmement rare, ça aussi, pendant la Résistance, d'aller signer comme ça quand on va réquisitionner. Et donc tout ça fait que Bir Hakeim, bien sûr, de nouveau finit par être repéré. Fin février, les chefs de Bir Hakeim apprennent qu'ils vont bientôt être attaqués. Mais pour la première fois, ils décident de rester et de se battre, en fait. Et donc, le 26 février 1944, il y a une colonne allemande qui prend la route de la Bastide de Virac. Elle appartient à la division Brandenburg. C'est à la fois des SS et en même temps des Français qui ont été enrôlés, notamment des voyous marseillais. Il y en avait pas mal au sein de la division Brandenburg. Cette division, donc, elle prend la route. Elle arrive à la Bastide un samedi matin. Il faut imaginer ce que c'est dans un village comme ça, qui est complètement reculé. À la Bastide, il n'y avait qu'une seule route à l'époque, et encore depuis 1930. Et la route, elle s'arrêtait là, c'était une impasse. C'est un village qui vivait complètement à l'écart de la guerre, c'était un écho lointain. Et tout à coup, les enfants qui sont en classe le samedi matin, ils me l'ont raconté, ils ont aujourd'hui plus de 90 ans, ils voient arriver des Allemands, ils n'en ont jamais vu, ils voient arriver des camions militaires, ils n'en ont jamais vu. La colonne traverse le village, s'engouffre dans un chemin forestier et va vers le Mas de Céret. Donc là s'enclenche un combat, des Allemands sont tués, le combat dure 2 heures quand même, les jeunes maquisards résistent bien, et puis finalement, Roquemorel de nouveau ordonne le repli par un petit sentier qui plonge dans les gorges de l'Ardèche, qui est le sentier que je prenais pour aller plonger quand j'étais enfant, mais il demande à une arrière-garde de rester là. 3 hommes qui sont chargés de tirer un petit peu avant de se replier pour protéger la fuite. Donc il y a ces 3 hommes, et l'un d'entre eux va être blessé, en fait, grièvement. Et donc, ses camarades lui disent « on te porte », et il refuse. Il dit « je suis foutu, laissez-moi, je tire et je vais les retarder ». Et ce jeune héros qui va rester là, eh bien, il s'appelait Grand-Père, en fait. Je l'apprends dans les mémoires de Christian de Roquemorel, et j'apprends également qu'il s'appelait De Cendre. Pour l'instant, j'en étais là. Le soir du combat, les chefs de Bir Hakeim reviennent au Mas de Céret, parce qu'il faut récupérer des armes, des radios qui ont été cachées à droite à gauche. Ils reviennent avec quelques hommes, et devant le Mas de Céret incendié, voilà ce qui restait le lendemain du Mas de Céret, le soir, devant le Mas de Céret, ils retrouvent le maire du village, M. Borelli, et 2 gendarmes, qui sont plutôt proches de la résistance, mais qui vont leur faire la leçon quand même, qui vont leur dire, il faut vraiment être moins voyant, et il faut faire vos coups plus loin du village, en fait. Dans les Cévennes, il y a un proverbe, pour parler de ça, on dit, le loup ne chasse pas autour de sa tanière. Donc, on fait la leçon à Bir Hakeim, qui acquiesce, mais il pleut ce soir-là, c'est un hiver assez froid, 43-44. Le maire dit, on va vous héberger pour quelques jours dans une grange à l'entrée d'un hameau à côté qui s'appelle Les Crottes. C'est le hameau où ma famille a vécu, en fait, pendant des siècles. Donc Bir Hakeim s'installe là aux Crottes, on est le 26 février au soir, et le lendemain matin, une colonne SS part de Nîmes. Cette fois-ci, ce n'est pas Brandenburg, c'est une vraie division de combat qui s'appelle Hohenstaufen. Elle a été créée depuis peu, c'est des hommes qui reviennent du front russe, qui ont vécu des atrocités, qui ont commis des atrocités, et qui en quelques jours, avant d'arriver à la Bastide, vont semer la mort dans les villages cévenols.
arrivés dans le Gard, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Hippolyte-du-Fort. Ils vont attraper un jeune homme parce qu'il a rigolé à leur arrivée et ils vont le pendre à un viaduc. Ce jeune homme, il s'appelait Émile Broussou, il avait à peine 20 ans et il était simple d'esprit. Il existe une photo, en fait, de cette exécution. Parce qu'un Allemand l'a prise, elle est un peu floue. Je trouve que paradoxalement, ça renforce son horreur. On voit des soldats qui sourient au premier rang, ce pauvre pantin pendu au bout du viaduc là-haut. Et si cette photo, on l'a, c'est parce que le soldat l'a donnée à sa bobine à développer dans une pharmacie de Nîmes. À l'époque, on développait les photos dans les pharmacies, souvent. Et une laborantine, voyant cette horreur, a eu un réflexe, tirer un double, le cacher, pour témoigner après-guerre. Je le dis parce que pendant toute mon enquête sur le maquis Bir Hakeim, j'ai croisé des gestes comme celui-là. Un boulanger qui va donner du pain, des habitants à qui on a ordonné d'enterrer en pleine terre des maquisards exécutés et qui vont les veiller toute une nuit pour les enterrer dans des cercueils. Ou alors cette laborantine. Des actes de résistance pacifiste qui m'ont beaucoup bouleversé. Alors après ça, la colonne à Hohenstaufen arrive à la Bastide de Virac et l'épouse du maire du village, Alice Bourrelli, a raconté la suite dans un petit cahier d'écolière que j'ai retrouvé. C'est sa belle-fille qui est centenaire maintenant, Lina, qui l'avait conservé dans la ferme et qui me l'a mis à disposition. Elle raconte toute la suite, c'est-à-dire l'arrivée des Allemands dans la nuit du 2 au 3 mars 1944. Ils partent vers les Crottes. Le maquis a été averti la veille au soir, vers 22h, par un messager qui est arrivé à pied. Il y avait un jeune homme qui était là, qui s'appelait Charlie, un jeune homme de la Bastide, à qui on a dit « rentre chez toi, rentre chez tes parents ». Les habitants sont restés avec le maquis. Le maquis a dit « il faut partir, il faut qu'on parte tous, l'attaque est imminente ». Les villageois n'ont pas voulu. Je pense qu'ils étaient paysans et qu'ils se disaient « qu'est-ce qu'on a fait, nous, qu'est-ce qu'on risque ?» Ils sont restés dans leur ferme. Le maquis est parti, mais malheureusement parti très vite. Et dans la grange, le maquis a laissé un casque, une cantine militaire, les restes d'un repas. Ce qui fait que quand Hohenstaufen arrive dans le hameau des Crottes, la première chose qu'ils trouvent, c'est la grange qui est à l'entrée du village, les affaires militaires, la preuve pour eux que les villageois ont caché des résistants. Alors on va les exécuter. Le lendemain, on va retrouver les corps de ces pauvres gens enchevêtrés. Moi, je pensais qu'on n'en saurait jamais plus, parce que tout ça s'était déroulé à huis clos, parce que tout le monde est mort. Et puis, pendant mon enquête, j'ai retrouvé dans une caserne de l'Indre, où on conserve les archives de la justice militaire, un dossier d'instruction et les minutes d'un procès qui s'est tenu à Marseille en juin 1953. Dans ce dossier, il y avait notamment les interrogatoires du lieutenant Ernst Gutmann, qui était donc un lieutenant SS, un ancien journaliste berlinois, entré dans la SS. Et Gutmann, dans les interrogatoires, il raconte tout ce qui s'est passé. Il dit qu'en fait, ils étaient allés pour déloger et exterminer un centre d'entraînement de la résistance française dénoncé par un Français. Il dit qu'en arrivant aux Crottes, ils ont trouvé les affaires dans la grange. Et il dit par ailleurs qu'ils ont jugé les habitants. Le cynisme en fait du règlement SS fait qu'on pouvait assassiner des paysans innocents, mais il fallait les juger avant. Donc dans la cuisine d'une ferme, on a réuni une cour martiale et tous les paysans sont passés devant eux et on les a condamnés à mort. Gutmann raconte ensuite qu'ils ont été exécutés. Il dirigeait le peloton, 3 par 3. Les hommes d'abord, après les enfants, les adolescents, et puis pour finir les femmes, de dos, pas face aux soldats, face à leurs maris et à leurs enfants morts. Après une chape de silence s'est posée dans le village, et après-guerre, personne n'a pensé ou n'a voulu la soulever. Alors pourquoi est-ce qu'on reste silencieux après un tel drame et après une guerre ? Je pense qu'il y a d'abord la concorde civile, comme dans tous les villages, qui fait que si on veut continuer à vivre ensemble, entre ceux qui ont aidé la résistance, ceux qui peut-être ont aidé la milice, la majorité surtout qui prudemment n'a rien dit, rien fait, eh ben on se tait. Par ailleurs, la fin du maquis Bir Hakeim est absolument tragique, c'est-à-dire que ces jeunes gens ont été exterminés fin mai en Lozère, la plupart sont morts au combat, une trentaine, et une vingtaine s'est rendue et ils ont été torturés toute une nuit avant d'être fusillés dans un ravin à côté de Mende. Je pense que la mort héroïque de ces jeunes qui étaient des fois imprudents imposait également le silence. Et puis il y a une dernière chose, c'est qu'en fait dans le village, tout le monde était persuadé que quelqu'un avait dénoncé. Quelqu'un du village avait dénoncé le maquis, ce qui avait provoqué, sans qu'il le veuille, la mort de tout un hameau. En faisant mon enquête, j'ai découvert qu'en réalité, le maquis était infiltré. Il était infiltré par un ami de Christian de Roquemorel qui s'appelait Marc Loubet. Le voilà ici. C'était un ami d'enfance avec qui il faisait les 400 coups. Il l'avait fait rentrer dans le maquis en janvier. Il lui avait montré toutes les planques, présenté les gens qui aidaient. Et Marc Loubet a balancé tout le monde, en fait. Mais dans le village, personne ne le savait.
Du coup, le silence a enseveli tout le monde.